Hotep à toutes les sœurs de combat, Hotep à tous les frères de combat. Je suis le sèche Kovi Rekmire et je suis en charge de la coordination de l'Université panafricaine des savoirs, Imhotep. Je voudrais vous inviter à participer samedi 16 février 2019 de 14h à 19h à la librairie panafricaine Tameri Sematawi à une conférence qui, à bien des égards, s'annonce très important. L'intitulé de ce cycle de conférences est le suivant: le rôle des loges maçonniques occidentales dans la guerre secrète contre les confréries traditionnelles négro-africaines et dans le pillage des ressources naturelles du continent noir, les cas de la loge P2, de la loge unifiée d'Angleterre, de la loge Prince Hall des États-Unis, de la Grande Loge nationale française, du Grand Orient de France et, naturellement, de toutes les loges de l'Afrique noire sous domination française. Dans l'ordre, il s'agit de la loge du Sénégal, de la loge du Cameroun, de la loge du Gabon, de la loge de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Niger, du Mali et de toutes les autres obédiences qui ont fait allégeance à ces loges. Au cours de la conférence inaugurale, parce que si j'ai parlé d'un cycle de conférences, c'est parce que j'ai l'intention de faire 5 conférences sur la même thématique qui me paraît aujourd'hui d'actualité. Au cours de la première conférence inaugurale, je mettrai l'accent sur 5 thématiques qui n'ont pas été élucidées de façon correcte et intelligible jusqu'à nos jours. La première thématique, c'est la véritable origine de la franc-maçonnerie. Comme vous le savez, plusieurs hypothèses sont avancées par ceux qui font profession d'études d'histoire de la franc-maçonnerie. Pour les uns, les francs-maçons seraient les bâtisseurs des cathédrales. Comme vous le savez, il ne se passe pas une semaine sans qu'on écrive dans les journaux à sensation le mystère des bâtisseurs des cathédrales. C'est devenu un thème, un créneau très rentable économiquement. Donc, qui sont ces fameux bâtisseurs des cathédrales? Quel rôle ils ont joué durant le Moyen-Âge? Et comment et pourquoi nous pensons aujourd'hui que ce sont eux qui ont des liens avec ce qu'on appelle les alchimistes? Je vais donc élucider la notion d'alchimie. La notion d'alchimie vient du mot égyptien kimia, kem, qui veut dire noir. Donc les Arabes ont mis le préfixe al pour parler d'une science ésotérique, alors même que les Noirs avaient parlé d'une science expérimentale qu'on appelle la chimie. Donc l'alchimie est devenue une source de spéculation ésotérique auquel certains se livrent, y compris des Africains en mal de sensation. Ensuite, j'éluciderai la notion d'ésotérisme. Ésotérisme avec S, à ne pas confondre avec exotérisme avec X. Je montrerai la différence entre les deux, parce qu'une littérature ésotérique est née, qui vise à expliquer l'origine des rites
pharaonique qu'on retrouve à l'état résiduel dans ce que j'appelle les processions maçonniques. Il en est ainsi de 3 symboles fondamentaux. Le premier symbole, c'est une pyramide dans laquelle est incrusté un œil. Et cette pyramide, on la retrouve sur les billets qu'on appelle les dollars américains US. Parce que ce sont les francs-maçons qui sont à l'origine de l'État fédéral qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Tous les présidents des États-Unis étaient des francs-maçons. Tous les présidents des États-Unis étaient des francs-maçons. Qu'il s'agisse d'Abraham Lincoln jusqu'à Roosevelt, en passant par le président Clinton, c'était des francs-maçons. Deuxièmement, il y avait un autre symbole qui est le symbole de ce qu'on appelle l'illumination de Lucifer. Donc le symbole luciférien qui serait un détournement du symbole du dieu Ra, la cristallisation de l'énergie divine à travers la lumière, ce qu'on appelle le disque solaire d'Akhenaton. Et ce symbole a été détourné et est devenu celui d'un ange déchu dénommé Lucifer. Donc, il ressort de ce que je viens de dire que c'est le dieu Ra lui-même qui est ainsi instrumentalisé pour devenir le contraire de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la source du rayonnement de l'énergie divine pour propager la vie dans le cosmos. Le dernier symbole, c'est celui du temple maçonnique. Comme vous le savez, on dit qu'il existe un temple de Salomon, ce roi juif qui aurait laissé des merveilles. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce temple a été dessiné par des juifs et des occidentaux à leur suite pour pouvoir rivaliser avec les vrais temples qui, eux, existent réellement. Voilà pourquoi on n'a jamais pu faire des fouilles archéologiques où on a trouvé même les fondations de l'hypothétique temple de Salomon. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de cette légende qu'on a construit l'idée qu'il y a les Templiers. Qui sont les Templiers? C'est la deuxième hypothèse pour rendre compte de l'origine des francs-maçons. C'est une secte militaro-mystique qui attaque ce qu'on appelle les populations que Paul, Saoul de Tarse, lui-même disciple de Gamaliel, c'est-à-dire les populations qui sont dans une sorte de secte. Et cette fameuse secte, c'est ce qu'on appelle effectivement la secte de Paul de Tarse, de Saoul de Tarse. Donc cette secte, certains se réclament de l'héritage de Gamaliel pour expliquer ce qu'on appelle les Templiers. N'oubliez pas que dans les synagogues, qui étaient en fait des reprises des temples égyptiens, il y avait 3 types de fonctions. Il y avait ceux qu'on appelle les gardiens du temple. Il y avait ceux qu'on appelle les marchands du temple. Et il y avait ceux qui s'occupaient de rançonner, je dis bien rançonner, les fidèles de l'espace synagogal. Donc, une pratique consistait à aller voir des populations qu'on appelle les gentils. C'est le cas de Saoul de Tarse. Qui sont les gentils? C'est les Corinthiens, les Éphésiens, les Thessaloniciens. Et c'est pour ça qu'on avait fait des épîtres pauliniens, pour pouvoir aller voir les gentils pour prêcher le Messie juif. Mais on leur prenait leur terre. On leur disait de se détourner de tous les biens éphémères de la terre et de se plonger vers un monde imaginaire et illusoire. Et ces gens travaillaient pour les pharisiens, puisqu'il s'agit du nom de cette secte. Et non seulement ils travaillaient pour les pharisiens, mais à la fin, ils étaient souvent même suppliciés et éliminés quand ils étaient inaptes au travail. Donc, ce que je veux dire par là,
c'est que les Templiers, c'était une secte guerrière qui, sous des couverts d'humanisme ou de ce qu'on peut appeler la fraternité, vous voyez ces deux mots-là, vous les retrouverez dans l'idéal maçonnisme. La fraternité et l'humanisme. Vous voyez, fraternité parce que les maçons s'appellent les frères de lumière. Humanisme parce qu'ils disent qu'ils sont les gardiens de la divinité de l'humanité. Et donc, nous voyons dès le IIe siècle s'ébaucher ce qui va devenir la structure mère à partir de laquelle la franc-maçonnerie historique va émerger. Il s'agit de l'hermétisme. L'hermétisme, c'est tout simplement la spoliation de l'héritage de la science sacrée du collège de Kéménou, que nous appelons à tort Hermopolis. Et le démiurge, c'est-à-dire le néther tutélaire qui transmet aux scribes toutes les connaissances connues de l'humanité, s'appelait Djerouti, A-A-A. A, ça veut dire grand en égyptien, pharaonique. Donc, cette triptyque veut dire qu'il était grand au sens où il s'est levé du stade de l'animalité vers le stade de la divinité. C'est l'élévation, la transcendance. C'est le caractère transcendantal du message de Djerouti. Il y avait la grandeur au sens de l'abondance. C'est-à-dire que la nourriture spirituelle de Djerouti était une nourriture semblable à une mer, à la mer, à un océan. On ne peut pas avoir soif au point d'engloutir tout l'océan. Voilà pourquoi les Lamentins vont boire à la source. Mais chacun boit ce qu'il peut boire. Mais on ne peut pas tout engloutir. Voilà pourquoi le savoir est inépuisable. Et personne ne peut dire qu'il détient la totalité du savoir dans toute la mesure du possible. Enfin, il était grand dans le sens de la grandeur d'âme, la grandeur de son cœur, la pureté de son cœur, qu'on appelle Ib en pharaonique. Quand on dit Dar Ib, ça veut dire purifie ton cœur. Donc l'être qui a le cœur purifié, il a beau ne pas avoir d'argent, il a beau ne pas avoir de biens matériels, il est assuré d'être dans ce qu'on appelle les secrets et les desseins de la providence d'Amon-Ré. Et c'était ça le secret du bonheur chez les Noirs. Ce que l'institution maçonnique va détourner à travers un texte que je vais révéler samedi, qui s'appelle le Corpus Hermeticum. C'est à partir de ce texte, le Corpus Hermeticum, que l'idéal maçonnique est apparu. Il ressort donc de cette brève tentative d'éclairage que le Corpus Hermeticum est à l'opposé des valeurs enseignées par la science sacrée de Kéménou. Et c'est seulement après la destruction du temple, le dernier temple de Philae, par l'empereur Justinien et les croisés qui venaient avec lui de Byzance. C'était un empereur byzantin. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'hermétisme va se propager en Égypte même pour détruire les valeurs de l'Égypte. L'hermétisme est une tentative d'un cheval de Troie idéologique pour détruire les valeurs du peuple noir dans l'Antiquité. Donc, on voit bien que l'ancien manuscrit qu'on appelle Koké, qui est conservé actuellement à la Bibliothèque britannique, dans le paragraphe 281 et 326, on voit que toute la sagesse accumulée depuis la nuit des temps, et dont parle par exemple Favre d'Olivet dans son histoire philosophique du genre humain, et dont parle par exemple Churet dans son ouvrage intitulé Les Grands Initiés, c'est la race noire qui est dépositaire et récipiendaire de cette sagesse immémoriale. C'est pour dépouiller la race noire, c'est-à-dire les Nubiens, qu'on appelle Nehesiou, et les Égyptiens de la période pharaonique, qu'on appelle les Remetou. C'est pour les dépouiller de ces connaissances multimillénaires que l'hermétisme est apparu.
L'hermétisme apparaît donc, dans tous les cas, comme une œuvre de captation et de détournement de l'héritage égypto-nubien. La franc-maçonnerie, dès le départ, dans l'Antiquité, procède donc de ce que j'appelle un acte de vol d'un héritage, c'est-à-dire quasiment le vol du feu au sens de Prométhée. Donc, c'est ce vol-là qui sera le point de départ de l'inversion des valeurs. C'est parce que le monde a renoncé aux valeurs spirituelles du peuple noir, telles que c'était enseigné dans le collège de la science sacrée de Kemenou, pour embrasser les valeurs de l'hermétisme, les valeurs du judaïsme, que le monde a basculé dans ce que j'appelle la barbarie planétaire. Lorsque le professeur Cheikh Anta Diop parle de civilisation ou barbarie, il nous met face à une dichotomie, un choix qui est presque un choix de vie. Est-ce que vous voulez la barbarie planétaire? C'est cette barbarie qui a commencé depuis Assurbanipal et l'agression des Assyriens face à la ville mégapole de Wasset, qu'on appelle Thèbes. Mais on a attaqué aussi Méroé. Et ce sont des habitants de Méroé qui sont partis fonder la ville de Maroua, au Cameroun, ou d'autres cités, des royaumes comme Maroua. Donc, les Marois, il y en a au Tchad. Des Marois, il y en a en Centrafrique. Donc, ce sont des toponymes qui viennent de Méroé. Et c'est donc l'éclipse, le déclin, la régression de la civilisation négro-africaine qui a permis aux valeurs antimatiques de s'imposer partout dans le monde. Donc, on voit comment, dans un autre manuscrit, qui est le manuscrit de la Grande Loge numéro 1, qui date de 1583, on retrouve ce qu'on appelle le Grand Hermarine, qui est descendant de Sem. Ça veut dire que les peuples sémitiques, et qui va maintenant utiliser Hermès comme l'ancêtre des peuples ennemis du peuple de Cham. Il y a donc là aussi une mutation qui est extrêmement importante, comme l'a montré Findel dans son histoire générale de la franc-maçonnerie, qui est parue en 1861. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais que les uns et les autres puissent comprendre au cours de cette première séance inaugurale, c'est que, à partir du moment où la civilisation gréco-latine va s'épuiser à son tour, c'est-à-dire ce que un historien comme Tite-Livre avait annoncé comme étant les prémices de la décadence de Rome. Eh bien, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que deux grands courants de pensée vont se disputer la tradition spirituelle de l'Occident. D'abord, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, l'hermétisme. Beaucoup d'empereurs romains étaient francs-maçons. C'étaient des adeptes de l'hermétisme. Et c'est eux qui combattaient le culte d'Isis. C'est eux qui combattaient le culte de Sérapis. Ce sont eux qui combattaient le culte d'Anubis à Rome. À Rome, il y avait un conflit entre les adeptes du culte d'Isis. Ce que vous appelez le christianisme copte monophysite était basé sur le culte de l'Isis, la déesse mère noire. Et elle était combattue par les tenants de l'hermétisme, qui eux se réclamaient de Sem. Et d'autres vont venir pour dire qu'ils sont des Japhétites. Ceux qui vont venir pour dire qu'ils sont des Japhétites, c'est-à-dire qu'ils se réclament d'une filiation indo-européenne, ce sont de ces gens-là que parle par exemple Oswald Wirth. Wirth, c'est-à-dire son nom c'est W-I-R-T-H. Et nous entrons maintenant dans ce que j'appelle le rite écossais, la naissance du rite maçonnique écossais. Il est évident que les premiers à avoir bénéficié de la traite des nègres, c'était les Espagnols et les Portugais. C'était les Ibères. Mais ceux qui ont véritablement accumulé du capital dans la traite des nègres, c'était les Anglais. Et les Anglais étaient à l'époque
adepte d'un rite qu'on appelait le rite hermétique, mais adapté à la tradition anglo-saxonne. C'est ce qu'on appelle le rite écossais. Donc, je montrerai que ce qu'on appelle le rite écossais est devenu très important à travers la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc, la Grande Loge Unie d'Angleterre, c'était la loge dans laquelle il y avait la famille Windsor. C'est qui la famille Windsor? C'est la famille royale d'Angleterre. Donc, tous les membres de la famille royale d'Angleterre étaient, du point de vue religieux, d'obédience anglicane. Donc, c'est la religion qu'on appelle l'anglicanisme, que je vais expliquer pour la première fois. Mais on ne peut pas comprendre l'anglicanisme si on ne voit pas que c'est un mélange du protestantisme avec les loges maçonniques. L'anglicanisme, c'est un mélange du protestantisme et des loges maçonniques. C'est-à-dire de l'hermétisme, en fait. Et c'est pour ça que le duc de Kent était toujours un franc-maçon. C'est pour ça que le mari de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire la reine actuelle, Élisabeth, le mari de son ancêtre qu'on appelait la reine Victoria, étaient tous des maçons, des francs-maçons. Et ce sont des francs-maçons qui ont été à l'origine du projet colonial de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre. Et les gens qui ont lancé aussi le colonialisme, parce qu'à partir du moment où la traite négrière ne pouvait plus se poursuivre en toute sérénité, mais qu'il y avait des révoltes de Saint-Domingue, des révoltes des Noirs partout, ce que j'appelle le processus insurrectionnel de la Caraïbe et des Amériques, à ce moment-là, ils ont dit, au lieu d'aller si loin chercher des nègres et prendre le risque de voir des blancs égorgés par des nègres totalement ivres de vengeance, il faut rester en Afrique. Et en restant en Afrique, on va créer ce qu'on appelle maintenant des protectorats. Et dans ces protectorats, on va faire du travail forcé. Et la meilleure façon de faire le travail forcé, c'est de polier les Noirs de leur terre. Les Noirs étant des agriculteurs, ils étaient obligés maintenant de venir travailler pour manger. Et c'est là où on va leur dire, vous n'allez plus produire ce qui vous permet de manger. C'est-à-dire du mil, du manioc, du sorgho, etc. Vous allez produire maintenant du coton, du café, du cacao, du tabac, parce que toute votre production doit être destinée au marché extérieur, c'est-à-dire au marché de l'Angleterre. Donc ceux qui ont fait ça, c'était des francs-maçons. Ils s'appelaient Granville Sharp, ils s'appelaient Wilberforce, et d'autres dont je vais parler en détail. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les abolitionnistes anglais ou écossais. Donc c'est la franc-maçon qui est la franc-maçonnerie anglaise du rite écossais qui est à l'origine de la colonisation et du travail forcé. C'est à ce moment-là que les Français vont maintenant prendre le train en marche. Et les Français vont faire la même chose. Mais cette fois-ci, vous aurez le nom de Victor Schœlcher. Et Victor Schœlcher, c'était un franc-maçon, et non seulement un franc-maçon, mais il gérait lui-même des colonies pour le compte de ses parents. Et ce n'est pas un homme qui a voulu le bien des Noirs, parce qu'il n'a pas un seul kilomètre carré où on ne trouve pas de lycée Victor Schœlcher. Tout ça aux Antilles. Victor Schœlcher était un franc-maçon qui a fait la colonisation, c'est-à-dire la substitution du travail forcé à la traite négrière. Il a fait ça pour des questions de rentabilité économique. Il ne l'a pas fait pour des raisons philosophiques et humanitaires, contrairement à beaucoup d'Africains, ce que les Africains pensent. C'est pour ça que j'ai parlé aux Caraïbes, en Guadeloupe, lorsque j'ai fait ma conférence en Guadeloupe, de déscholchérisation des esprits. J'ai dit, j'étais venu pour déchouquer Schœlcher et pour déscholchériser les esprits des nègres. Donc, cette histoire doit être connue des Africains. Parce qu'aujourd'hui, le 10 mai en France, qu'est-ce qu'on commémore? On ne commémore pas les résistances de nos ancêtres. On commémore la bonté des abolitionnistes blancs. C'est ça qu'on commémore le 10 mai. La vraie date de commémoration, c'est le 22 août. C'est la date où les résistants africains ont pris leur liberté à Saint-Domingue, après la cérémonie du Bois Caïmoun, qui a duré du 14 au 22 août 1791. Donc, cette idée selon laquelle les loges maçonniques ont bénéficié de l'argent de la traite des négrières, cette idée est d'autant plus prégnante que Voltaire était franc-maçon. Le fameux philosophe Voltaire, qui était actionnaire de la Société des Indes occidentales, était franc-maçon. Montesquieu
étaient francs-maçons. Et ils ont tenu tous les mêmes propos, à savoir que le noir a une apparence humaine, mais Dieu ne peut pas avoir fait un cœur bon dans un corps tout noir. Et que c'est légitime de les vendre. Parce que si on les vend, ça permet à l'Europe de faire le progrès. C'est-à-dire, c'est grâce au sucre qui vient du sang et de la sueur des Noirs que Voltaire mangeait. Et il se dit ami de la liberté. C'est pour ça qu'ils ont créé la Société des Amis des Noirs. La Société des Amis des Noirs était une société qui gagnait de l'argent sous prétexte d'éduquer les Noirs, de leur permettre d'avoir du progrès. Mais en fait, cette société vivait sur le dos de l'esclavage des Noirs et du travail forcé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi le club Massiac en France, qui était le club des colons, n'est-ce pas? Et ce club était gangréné par les francs-maçons, infiltré par les francs-maçons. Mais l'Église catholique, c'est elle qui va créer la structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qui soit. Ça s'appelle la loge P2. La loge P2 du Vatican, c'est la loge maçonnique qui manipule l'Opus Dei, n'est-ce pas? L'Opus Dei a été créé par un Espagnol colonialiste et nostalgique qui a dit qu'il ne faut pas donner la liberté aux Noirs. Parce que le jour où on donnera la liberté aux Noirs, ce sera la fin de la race blanche. Et c'est un tel homme qui est à l'origine de ce que j'appelle l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, qui est une société secrète, qui a infiltré l'Afrique aujourd'hui, et dont certains membres sont les cardinaux africains les plus importants de la curie romaine, comme le cardinal Arinze et comme Monseigneur Monsengo ou d'autres qui sont aujourd'hui ceux qui préparent ce que j'appellerais la recolonisation spirituelle de l'Afrique noire. Donc, la loge P2 s'est caractérisée ces dernières années par un certain nombre de crimes spectaculaires. La loge P2 est à l'origine de l'élimination du pape Jean-Paul Ier. Dès lors que le pape Jean-Paul Ier a dit qu'il allait diligenter des enquêtes sur les activités du cardinal Marcinkus, qui lui s'occupait en fait de la Banque du Vatican. Et on a vu au terme de ces enquêtes que la Banque du Vatican recyclait l'argent de la drogue, recyclait l'argent du trafic des médicaments, recyclait l'argent du trafic des armes. Alors même qu'on dit aux gens que le Vatican est au service d'un Dieu d'amour. Et c'est à partir de là qu'on a mis en évidence les liens entre la loge P2 et le cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, c'est ceux qui vendaient la drogue en Colombie avec Pablo Escobar. Et Pablo Escobar, au moins, il donnait l'argent aux pauvres. Il donnait, redistribuait l'argent aux pauvres. Mais ceux du Vatican, c'est-à-dire le cardinal Vio, et tous ces gens-là, et aussi le pape qui dit qu'il a démissionné, c'est-à-dire, effectivement, le pape allemand, qui était dans les jeunesses hitlériennes, hein, c'est-à-dire Ratzinger. Tous ces gens-là étaient impliqués jusqu'au cou dans ce qu'on peut appeler les activités délictueuses et mafieuses de la loge P2. C'est la loge P2 qui, aujourd'hui, gangrène les pays africains et travaille directement avec les loges maçonniques. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'Église ne s'entendent pas. Mais sur le terrain africain, la franc-maçonnerie et l'Église travaillent de concert. Et leur but, c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles. Parce que ces confréries africaines traditionnelles qu'on a diabolisées. Par exemple, la confrérie Malinké de Como a été diabolisée. Et le rôle, c'est d'utiliser les enfants des initiés pour infiltrer sa confrérie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une branche d'une confrérie du Gabon. Et cette confrérie a été initiée par les Pygmées, qui ont donné ensuite ces connaissances scientifiques, médicinales, dont parle le doyen Victor Bissengue dans ses travaux sur les Pygmées Aka. Ces connaissances ont été données aux Apindji. Et c'est les Apindji qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le rite Bwiti. Je montrerai comment le rite Bwiti est directement lié au rituel pharaonique. Je montrerai que parfois même les formules sont identiques, les connaissances identiques. Et ces connaissances sont sorties du même sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ce que j'appelle la région des Grands Lacs africains et les sanctuaires de Nubie. Donc, les confréries africaines
notamment les confréries les plus combattues en Afrique aujourd'hui, sont au nombre de 4. Il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des Congos, c'est-à-dire les dompteurs de léopards. Cette confrérie est la plus combattue parce que depuis les Portugais, c'est-à-dire depuis 1525, il y a eu au moins 40 millions de morts au Congo. On appelait Congo la RDC actuelle, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était dans l'ancien royaume du Congo, dont la capitale se trouve actuellement en Angola, qu'on appelle Mbanza-Congo. Donc cette confrérie-là, on continue à lui faire la guerre aujourd'hui. Parce que le Congo, le bassin du Congo, c'est le lieu où il y a les 3/4 des réserves énergétiques et minières de la planète. Il y a ensuite le Nigeria. Si vous avez des sectes comme Boko Haram, ce n'est pas pour rien. Boko Haram, c'est une secte qui a été formée par des francs-maçons islamistes, c'est-à-dire la famille qu'on appelle les Ibn Saoud, qui règne sur l'Arabie Saoudite. Ce sont des sionistes arabes, islamistes. Et ils ont créé une légion qu'on appelle Islamic Freedom Fighters. Et cette légion, un de ces détachements, c'est ça qu'on appelle Boko Haram. Et le but de Boko Haram, c'est de s'emparer du Nigeria et des richesses du Nigeria pour mettre ça au service du bloc occidental, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats sont des alliés stratégiques. D'autre part, il faut savoir que, en ce qui concerne les loges britanniques, il y a une loge très influente aux États-Unis qu'on appelle Prince Hall Freemasonry. Et Prince Hall, c'était qui? C'était un noir qui, lorsqu'il a été chassé des loges maçonniques des Blancs, pendant la période de la guerre de sécession, après la guerre de sécession, il a créé sa propre loge noire. Et c'est cette loge noire maçonnique qui aujourd'hui s'infiltre au Ghana, s'infiltre au Libéria. C'est cette loge qui a doublé l'UNIA de Marcus Garvey et qui est même à l'origine de la destruction de l'UNIA. Les libéraux juifs étaient membres de cette loge. Les Noirs étaient membres de cette loge. Donc ce que je veux dire, et ça c'est un point capital, c'est que Barack Obama n'aurait jamais été élu président s'il n'y avait pas eu une alliance entre l'AIPAC, c'est-à-dire la section américaine du Congrès mondial juif, et la franc-maçonnerie de Prince Hall aux États-Unis. La plupart des membres du Congrès des États-Unis et de la Chambre de représentants qui sont noirs, ils sont dans cette loge. Et cette loge a des représentants au Ghana qui veulent empêcher aujourd'hui le Ghana de faire les États-Unis d'Afrique. Et ces représentants ont même joué des rôles éminents au sein du gouvernement ghanéen. Ils ont même été présidents au Ghana. Aujourd'hui, ils sont contre ce que fait Nana Addo Akufo. Et je citerai qu'un seul nom, c'est celui de l'ancien président John Kufuor. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'Afrique n'est pas seulement victime d'une domination militaire. L'Afrique n'est pas seulement victime d'une domination économique, d'une domination culturelle. L'Afrique est le terrain de prédilection de ce que j'appelle le mouvement de manipulation de masse, c'est-à-dire MMM, mouvement de manipulation de masse le plus puissant qui existe dans l'humanité. Et ce mouvement est convoyé par 6 institutions que je vais énumérer maintenant. Mais c'est la franc-maçonnerie qui est la plus nocive des 6. La première institution s'appelle Christian Coalition. C'est une multinationale des évangélistes qui est basée aux États-Unis et dont le chef s'appelle Pat Robertson. C'est un multimilliardaire. Il suffit de regarder son nom. C'est lui qui fait toutes les églises du sommeil, que vous appelez des églises de réveil. Chaque jour à Kinshasa, il y a 200 églises. Chaque jour. Parce que tous les mafieux ont compris maintenant que pour gagner facilement l'argent, il faut faire croire aux Noirs qu'on va guérir le sida, qu'on va guérir les maladies, qu'eux-mêmes mettent et inoculent aux Noirs.
Et n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui est le plus rentable aujourd'hui. C'est-à-dire les évangélistes. C'est une première armée qui attaque les confréries africaines de la Made. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les légions islamistes, wahhabites et salafistes. Et eux, ils sont en train d'infiltrer toute la zone sahélo-sahélienne, depuis la Libye, qui est devenue maintenant un chaos géopolitique. Et c'est à partir de la Libye qu'ils infiltrent l'Afrique noire. Ils font aussi des trafics d'organes des Noirs. Ils font un certain nombre de crimes, des viols, etc., etc. aujourd'hui. Et l'Union européenne les finance. Parce qu'ils ont des camps de concentration pour les Noirs, qu'on appelle migrants. Ensuite, il y a le Benaï Bref. Le Benaï Bref, c'est le Mossad. C'est-à-dire des gens qui vont en Afrique pour dire qu'ils sont à la recherche des Juifs noirs perdus. Donc, ils disent que les Congolais sont des Juifs, que les Ivoiriens sont des Juifs. Et leur groupe, ici en France, s'appelle la Fédération des Juifs Noirs de France. Et cette Fédération des Juifs Noirs de France est membre du CRIF, c'est-à-dire le Conseil représentatif des institutions juives. Donc, il y a les loges maçonniques, dont je vais parler pendant 5 séances. Là, ce n'est que l'introduction générale. Il y a aussi ce qu'on appelle la Rose-Croix à Morque. La Rose-Croix à Morque, c'est encore une autre obédience qui a été fondée par les gens qui ont volé les connaissances des Coptes, qu'on appelle les gnostiques. Ces gens-là, depuis l'Antiquité tardive, ils ont volé les connaissances des Coptes. Et leur grand maître, qui s'appelle le grand maître Bernard, est l'ami personnel de Paul Biya. Et il va chercher des valises de billets au Cameroun chaque fois qu'il a envie d'aller. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, le gouvernement camerounais est allié de ces loges. J'attire votre attention sur le fait que ces loges aussi pratiquent l'homosexualité et un certain nombre de déviations sexuelles qu'ils veulent imposer à l'Afrique au nom de la lutte contre l'homophobie. Et ils disent que si les pays africains n'acceptent pas de faire des gay pride et de faire un certain nombre de parades diaboliques, eh bien, ils n'auront plus d'argent. On ne va plus donner d'argent aux pays africains. C'est pour ça que le Ghana a dit il n'y a pas de promotion de la gay pride au Ghana. Et le Ghana n'a pas d'argent à prendre auprès du FMI et de la Banque mondiale. Le Ghana est le premier pays africain de l'Afrique subsaharienne qui refuse l'aide et les crédits du FMI et de la Banque mondiale. De manière à ce qu'on puisse appliquer nos propres valeurs de civilisation, qui sont les valeurs qui ont présidé à l'aube de l'humanité. Enfin, il existe aussi des groupes que vous n'avez pas aujourd'hui. Vous ne faites pas attention à ces groupes. Mais ces groupes existent. Ces groupes procèdent de la manipulation mentale. On les appelle comment? Les coachs du développement personnel. Quand vous allez dans les rayons de la FNAC, vous voyez beaucoup de livres qui parlent du développement personnel. Vous voyez? Et ces livres sont achetés par les Noirs. Et les Noirs, non seulement ils achètent des livres, mais ils vont fréquenter des gourous. Donc des leucodermes qui eux-mêmes sont des névrosés, qui prétendent équilibrer psychologiquement les Noirs qui sont en train de détruire mentalement et moralement. Donc, tous ces groupes-là sont en train de se battre aujourd'hui contre les confréries africaines. Il y a, après la confrérie des docteurs de Léopard, il y a la confrérie des Ogboni du Nigeria, la confrérie d'Ile-Ife, une des plus puissantes de l'Afrique noire. C'est cette confrérie qui est en train de se battre contre Boko Haram et qui a presque vaincu aujourd'hui Boko Haram. Il y a ensuite la confrérie des docteurs de Lyon. Ça, c'est plutôt ce que faisaient les empereurs d'Éthiopie. Parce qu'on voit Ménélique II avec des lions. Oh, il marche avec des lions. Il parle au lion. Il demande au lion de se coucher. Le lion se couche. Il dit au lion de se lever, le lion se lève. Donc, cette puissance, cette emprise sur le monde animal, sur le monde végétal, sur le monde minéral et sur le monde astral,